Bonjour les éteints des ouzes. Avant de commencer l'émission, je voulais vous annoncer que notre deuxième tapas d'amis, donc nos commentaires audio, est maintenant disponible sur la page Bandcamp d'Éteindre la Lumière. Cette fois, on se remate ce film parfait qui retourne vers le futur. Voici un petit extrait pour vous mettre l'eau à la bouche ou... Je sais pas, désolé, c'est dégueulasse ce que je viens de dire. Alors, détail très important. Le centre commercial des Deux Pins. On en reparlera tout à l'heure. J'ai une pensée pour les gens qui nous connaissent pas, qui écoutent juste le tapas d'amis et qui ne savent pas que c'est notre running gag préféré. En fait, il y a un truc que je déteste, c'est les sites, les sites et les pages Facebook qui te postent des anecdotes cinématographiques que tout le monde connaît. Je sais que toi, tu détestes l'anecdote de Charlie Chaplin qui fait le concours de sosie et qui Super. C'est l'anecdote que je déteste le plus au monde. Alors celle que je déteste le plus, c'est celle du centre commercial des Deux Pins, qui à la fin devient le centre commercial du pain solitaire parce que Marty McFly en écrase un dans le passé. Et attention, l'idée est méga cool. Ah oui, bien sûr, ça se fait pas. L'idée est méga Oui, cool. ça fait toujours partie du changement que Marty fait dans le passé, quoi, et les répercussions que ça a sur le futur. Parce que en plus, à l'époque, c'est un petit détail que vraiment peu de gens voyaient. C'est juste qu'aujourd'hui, à l'ère d'internet, j'en ai marre de ce côté. Je vais vous apprendre des trucs en vous racontant un truc que vous avez déjà entendu 1000 fois. Je commencerai par la canne de Loki. Elle est peut-être magique, mais elle ressemble vraiment à une arme d'Hydra. Ça reste à voir. Mais elle est alimentée par le cube. Et j'aimerais savoir comment Loki s'en est servi pour faire de deux de mes meilleurs agents ces deux nouveaux singes volants personnels. Le magicien d'Oz. J'ai compris la référence. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 50e numéro d'Éteindre la Lumière. 50 numéros, Joël. Nous voilà quinquagénaires du podcast. Sincèrement, au lancement de cette émission, je n'aurais jamais cru que nous atteindrions, que nous allions arriver à 50 numéros, tu vois. Déjà parce que je parle très mal français, mais aussi parce que, 50 numéros, c'est beaucoup quand même. Si je me trompe pas, c'est déjà beaucoup plus d'épisodes que certains concurrents du nom de Riviera Détente et autres. Hein. Moi, je balance pas, mais il y en a qui n'en branlent pas une. Du haut de notre audimat. Nos milliards d'auditeurs, tu vois. Bon, ça va, Joël ? Bah ça va bien, écoute, 50 numéros, ça fait beaucoup quand même. On va pas faire la blague qu'on va s'arrêter là-dessus, hein, quand même. Poisson d'avril. Voilà. J'avais pas envie de faire ça, mais ouais, 50 numéros, c'est quand même un numéro charnière, et quoi de mieux que de profiter de ce 50e numéro pour un tout petit peu réinventer ce qu'est Éteindre la Lumière et transformer un peu notre émission. C'est-à-dire que faut savoir qu'en off, on en avait un peu marre de faire des news, ce genre de choses, parce que souvent l'épisode sort une semaine après la news. Ouais, des fois plus, tu vois. Des fois plus. Et donc vous êtes déjà au courant, et à part donner notre avis sur la nouvelle, on gagne, enfin vous gagnez pas grand-chose en tant qu'auditeur. Et c'est déjà arrivé qu'on ait eu des news obsolètes ou qui ont été contredites peu de temps après, tout ça. Ouais, ou c'est déjà arrivé aussi qu'il y a des émissions où on parlait de news dont on avait absolument rien à foutre. Donc je pense qu'il est un peu temps qu'on réduise un petit peu l'émission, qu'on la raccourcisse un petit peu. Mais pour l'aider un petit peu à gagner en rythme et en intérêt. Et c'est pour ça que nous nous sommes tristement séparés du segment des news dans notre émission. Voilà, c'était les 12 secondes 54 de silence. Puisque aussi c'est notre 50e émission, quoi de mieux que de profiter de cette 50e émission pour parler d'un homme qui nous a un peu tous touchés. Et je ne veux pas... Oui. Émotionnellement. Oui. Émotionnellement, je veux dire. Non, mais qui a un peu touché à notre enfance. Oh, c'est pire. Non, mais mais que je ne sais pas comment le formuler autrement. Excuse-moi, Joël.
Et on va bien évidemment parler cette semaine de Steven Spielberg, qu'on surnomme dans cette émission Tonton, et également de la sortie de ce monument de cinéma, puisque la plupart des influenceurs français semblent dire que c'est le film de la décennie. Le film du cinéma, en fait. C'est bon. Ouais, c'est le film. Je crois que c'est le film qui a inventé le cinéma. On peut arrêter le cinéma maintenant. Et ce fini. film, c'est bien évidemment Ready Player One. Film que vous n'avez probablement pas manqué d'aller voir, puisque, sauf erreur de notre part, c'est quand même un gros succès, quoi. C'est un des meilleurs démarrages de Spielberg depuis plus d'une dizaine d'années. Et depuis Indiana Jones, peut-être. Ouais. Et en soi, je trouve que ça rend un petit peu tristoun, quoi. Moi, je suis content pour lui, en même temps, je suis pas trop content. Tu vois, il y a ce côté, ça fait quand même peut-être 15 ans qu'il a un peu du mal au niveau box-office, tu vois. Peut-être pas 15 ans, je pense que Indiana Jones 4 avait quand même cartonné. Oui. Mais 10 ans, sauf erreur de ma part. Ça faisait quand même 10 ans où les Spielberg étaient un peu plus souffrants en termes d'audience. Même Tintin n'avait pas forcément très bien marché. Et en soi, le carton de Ready Player One fait plaisir pour lui, mais... on va pas se mentir, on spoil déjà un peu notre avis, mais on n'est peut-être pas si dithyrambique que... La majorité des critiques ciné. En fait, il y a vraiment ce côté où les influenceurs français qui ont été invités à l'avant-première ont adoré le film, et les autres non. Parce que je pense à des mecs comme le joueur du grenier, des gens comme ça, je sais qu'ils ont pas forcément apprécié le film, tu vois. Et c'est normal parce qu'ils ont pas été invités. Ouais, ils ont pas détesté, mais ils ont pas non plus été complètement hypés par ce film. Et sauf erreur de ma part, j'ai eu l'impression que à l'avant-première justement de Ready Player One, tout ça, les gens repartaient avec des cadeaux. Genre il y avait pour concurrencer la NES Mini, je crois qu'il y a eu la Mega Drive. Une petite Mega Drive qui contenait aussi des jeux. Je crois qu'ils ont eu des cadeaux comme ça, en fait. Ah oui, non, mais... Ouais, j'ai cru voir passer 2-3 mecs sur Twitter qui posaient avec en mode « Ah, super les cadeaux, en plus le film était génial. » En plus... Non mais c'est ça, tu fais « Ouais. C'est pas sponsorisé, juste ils nous ont fait des cadeaux. » C'est pas pareil. C'est pas vrai, on n'a pas été payés. Ils nous ont donné des cadeaux. C'est pas un placement produit, ils nous ont aidés à financer la vidéo. C'est pas la même chose. Joël. Oui. Je crois qu'on passe pour des aigris. What a twist! J'avais dit que c'était le renouveau d'État de la Lumière, pas une émission comme les autres et pleine de rage comme chaque semaine. Mais sans news. Ouais, en gros, ouais, c'est le renouveau juste parce qu'on a enlevé les news. Hein. Sinon, on est toujours des vieux cons par rapport au cinéma. C'est vrai que on a fait notre intro, on a dit qu'on changeait tout ça, mais maintenant que tout le monde a commencé l'émission et que tout le monde a cliqué, c'est bon, on peut refaire comme avant. C'est bon. Vous pouvez nous détester à nouveau. Je pense qu'il est temps un petit peu qu'on parle de Ready Player One. Et quoi de mieux que, avant tout, présenter le génie, l'auteur... de ce Ready Player One, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'à la base c'est un roman merveilleux que certains ont surnommé la Bible 2, tout modestement. Et donc ce fameux auteur qui s'appelle Ernest Cline, qui co-signe également le scénario en compagnie de Zach Penn, autre génie du cinéma à qui nous devons les fabuleux scénarios de X-Men 3. Et l'Inspecteur Gadget. Un génie également. Et Electra aussi. Hein. Oh putain. Tu te souviens d'Electra ? Je l'ai pas vu, donc non. Personne. comme tout le monde en fait. Tu te souviens d'un raccourci dans le temps ? Disney non plus. Non, c'était bien, hein. Personne ne l'a vu. C'est le film, ouais. Il a pris un raccourci dans le temps. Il a skippé sa sortie, tu vois. C'est direct, il est allé en mode, allez, hop. Hop, direction la vidéo. Direction les DVD. Allez, hop. Ah, mon Dieu. Bon, alors, Ernest Cline. Qui est ce fameux Ernest Cline ? C'est un mec de 46 balais qui écrit comme un gamin de 14 ans.
Et qui ne s'appelle pas Luc Besson. Qui lui aussi écrit comme un gamin de 14 ans. Quoi dire à propos d'Ernest Cline, Joël ? Ernest Cline a beaucoup fait de slam quand il était plus jeune. Il a écrit le scénario de Fanboys. Ouais, Donc, Fanboys, qui est un film dont on avait quand même pas mal entendu parler à sa sortie. Parce il a mis beaucoup de temps à sortir parce que Harvey Weinstein a voulu remanier un peu le film, tout ça, et Puisqu'il en était le distributeur. puisqu'il en était le distributeur. À noter d'ailleurs que le film était distribué par Harvey Weinstein, produit par Kevin Spacey, Mhm. et que... comment Réalisé par Kyle Newman, Ouais. qui a... on avait fait les recherches il n'y a pas très longtemps en plus. Kyle Newman, il a fait de la merde aussi. Il y a un souci avec Kyle Newman. Kyle Newman a bossé pour Brett Ratner plusieurs fois. Voilà. Et il y avait un rôle normalement écrit pour Harry Knowles, qui est le fondateur du site Ain't It Cool, c'est ça ? Ain't It Cool, oui, parce qu'à la base, le scénario de Fanboys était écrit pour le site, pour le forum de Ain't It Cool, d'Harry Knowles. Donc tous ces gens qui depuis ont été accusés d'harcèlement sexuel. Voilà. C'est juste une remarque, hein. On ne sait pas. On se dit, c'est peut-être un hasard. On n'accuse personne. Je le tiens à le dire devant la justice, on n'accuse personne. C'est juste que Fanboys, l'entourage qui englobe un petit peu le film et le projet, est étrange. C'est tout ce qu'on a à dire. On ne veut pas de procès, on ne s'excusera pas puisque nous n'avons rien dit. Voilà. On fait juste que pointer du doigt. On laisse à nos auditeurs le soin de faire leur propre conclusion. Donc Fanboys qui avait fait parler, puisque c'était cette histoire d'une bande de potes dont l'un des membres découvrait qu'il avait un cancer, je crois. Et ça se passait en 98, 99 98... Non, ouais, peut-être 99. C'est juste avant la sortie de la Ouais, menace voilà, fantôme. c'est quelques mois avant la sortie de Star Wars épisode 1. Et justement, ce sont des fans de Star Wars. Et il y en a un celui qui a le cancer a peur de mourir avant de voir Star Wars. Et ça va être tout ce chemin jusqu'au Skywalker Ranch afin de réussir à voir Star Wars avant tout le monde. Mhm. Et la trame aussi a cette idée de suivre certaines péripéties des films Star Wars. Mais c'est pas foufou non plus, quoi. C'est pas... Sincèrement, je l'avais vu à l'époque, je m'étais dit, ouais, c'est sympa. C'était Sympatoche. Ouais, Tu vois. Parce que le casting était pas dégueu, t'avais Jay Baruchel, t'avais Kristen Bell, t'as Dan Fogler, que maintenant on connaît pour Les Animaux Fantastiques. C'est vrai. Il y avait énormément de guests, avec Carrie Fisher, Billy Dee Williams, William Shatner. Il y a Seth Rogen qui a plusieurs rôles dans ce film. T'as des gens comme Craig Robinson, Will Forte, enfin des gens que nous on aime bien, mais qui sont pas forcément des superstars en France, tu vois, ni aux États-Unis, mais qui sont quand même connus aux États-Unis. En soi, c'était pas un chef-d'œuvre comme film, c'était juste sympatoche. Le souci est que ce mec ne vit que pour une chose, c'est la nostalgie des années 80. Et tout ce qu'il entreprend tourne autour de ce comment appeler ça, de ce qui était autrefois une culture de niche et qui est devenu un élément marketing majeur actuellement. Et c'est fatigant. Je trouve que dernièrement j'ai eu l'occasion de voir le documentaire Raiders, qui est sur la production d'un film amateur par des gosses qui décident de retourner plan par plan Les Aventuriers de l'Arche perdue. Mhm. Et c'est un putain de super bon documentaire, vraiment, et ça donne hyper envie d'acheter le DVD du film qui est dispo sur leur site. Tu peux acheter leur film qu'ils ont tourné quand ils étaient gamins, et dont ils ont tourné une scène plus de 30 ans après, puisqu'il manquait toujours une scène dans ce film. Et à un moment, il y a une interview de ce Ernest Cline, et t'es dans un truc sur Indiana Jones, tout ça, et il faut quand même que le mec décide de faire son interview dans une DeLorean. Et rien que pour ça, il m'a énervé. Non, pas qu'une DeLorean, sa DeLorean. Oui, ça, DeLorean, bien évidemment. C'est
En fait, pour moi, Ernest Cline, c'est un personnage de Big Bang Theory. Oui, clairement. Sauf que j'ai toujours considéré que les personnages de Big Bang Theory étaient des caricatures de gens qui n'existaient pas. Et Ernest Cline me contredit. C'est un mec... Putain, je vis dans la pop culture, tu vois. Parce que je suis un connard qui achète des t-shirts. Aujourd'hui, j'ai un t-shirt avec le clown de ça, tu vois. je suis ce genre de connard, mais j'arrive à détacher les deux et je cherche pas forcément tout le temps à saouler les gens avec cette consommation, tu vois. Ernest Cline, c'est vraiment ce mec qui ne vit que pour ça et qui ne travaille que pour ça, qui écrit, parce qu'on parle de Ready Player One, mais depuis il a écrit un autre roman, un petit peu de SF, Armada. mais qui pareil, parle de jeux vidéo, parle de tout ça en fait, au final. J'ai l'impression que c'est un mec qui vit que pour ça, et ce qui est triste, je trouve, actuellement, c'est qu'aujourd'hui, il y a les consommateurs pour ce qu'il fait. Et il y a énormément de gens qui sont là pour manger ce qu'il fait, et la preuve en est, c'est les audiences de Big Bang Theory, tu vois. Ouais. Pour moi, ça, c'est la preuve que ses bouquins d'abord ne pouvaient que marcher, et que ce film-là ne pouvait que marcher à l'heure actuelle. Est-ce qu'on parle tout de suite de poésie, Joël? Ou tu veux vraiment l'attendre pour un peu plus tard? On peut le mettre un peu plus... Tu t'avais proposé cette idée de le mettre avant la partie spoiler. On peut le mettre avant la partie spoiler. Ouais, ça va changer de l'habituelle musique d'attente. Parce que faut savoir que Ernest Cline, comme tu l'as dit, écrit... je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais a en tout cas écrit du slam. Et il y a un de ses textes... On va pas trop en dire, mais ça tourne autour de la pornographie, qui est disponible quelque part sur son site internet. Et Joël vous en a préparé une traduction française merveilleuse. Et voilà, on vous le garde pour un peu plus tard. On le tease un peu, mais sincèrement, ça vaut le coup d'oreille, j'ai envie de dire. Ça vaut le détour, ouais. Et ça permet d'expliquer aussi son rapport avec les femmes. Ah oui, non, mais ça, on y reviendra aussi. Voilà, je pense qu'on a suffisamment présenté le personnage, non? Oui, je pense que... Je sais pas, vous voyez... De toute façon, c'est simple. Imaginez un personnage de Big Bang Theory, c'est bon, c'est Ernest Cline. En fait, non, je dirais que c'est un personnage de Big Bang Theory interprété par Michael Stuhlbarg. Qui est ce comédien qu'on a vu absolument partout, mais qui se fond tellement dans ses personnages qu'on le remarque pas forcément. Mais je sais pas, je trouve que depuis quelques années, il y a une ressemblance entre les deux. je sais pas, j'arrive à visualiser la chose. Tu vois, on va apprendre que en fait, Ernest Cline, c'est le rôle de la vie de Michael Stuhlbarg, c'est le rôle de sa vie, quoi. C'est son I'm still here. C'est son I'm still here. Depuis des années, il fait ça, personne ne le remarque, et du coup, il continue. Ah putain de merde. Et ça lui fait un double salaire rien que pour ça. En vrai, ce serait stylé. Je retire tout ce que je dis sur Ernest Cline. Il s'est créé ce personnage d'adolescent insupportable. C'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. Joël, je crois qu'il est grand temps qu'on passe aux choses sérieuses et qu'on parle du film. Ne pleure pas tout de suite, Joël. D'accord, allez. Moi aussi, j'ai les larmes qui me montent aux yeux. Moi, je voudrais commencer par une chose, c'est rappeler que dans ce podcast, on a toujours plus ou moins critiqué Ready Player One. Oui, mais on a critiqué le livre, ce que représentait le livre. Le concept, déjà, ouais. Le concept du livre, le marketing pourri du film. Mais on avait ce côté, se trouve... Ce sera pas dégueu, quoi. Parce que même le pire des Spielberg est toujours regardable, est toujours bon à regarder. Ouais, très clairement. Et Spielberg qui fait la SF, c'est toujours plaisant à voir. Donc Et là, le film est sorti, où on s'est dit, dans le pire des cas, ça va juste être divertissant. Et maintenant, on va vous donner notre avis. Parce qu'on est des sous-merdes. Déjà, de quoi ça parle pour les gens qui auraient vécu sur Tatooine? Clin d'œil. Clin d'œil. Pas du tout teasing pour le poème. Tu sais, Tatooine, la planète désertique de Star Wars réalisée par George Lucas en 77.
Voilà, ça n'a aucun rapport avec ce dont on va parler. Mais Oui, c'est vrai. Ready Player One, en fait, ça se passe en 2040, dans une sorte de dystopie je dirais pas post-apocalyptique, mais post-crise. Ouais, c'est plus ça. C'est cette idée que les riches sont devenus plus riches, les pauvres Voilà. sont devenus plus pauvres. C'est même pas une crise pétrolière ou une crise d'énergie, tout ça, c'est la crise de la bande passante. Ouais, j'ai un peu fait. Enfin bref, donc dans cet univers, il y a James Hallyday qui a créé l'Oasis, qui est un jeu vidéo en Meporg, en réalité virtuelle qui est gratuit. Donc Non, j'appellerais pas ça un jeu. C'est une sorte de Second Life dans lequel il y a à la fois des jeux, mais il y a aussi oui, ouais. des activités en fait. Je sais par exemple que dans le livre, les écoles sont dans l'Oasis, ouais. puisqu'il y avait cette idée que il y avait ce côté humanitaire un petit peu du truc de je donne l'école gratuite pour tous. Voilà, même que dans le livre, il y a des pages complètes, enfin il y a des chapitres complets où c'est juste des cours donnés par cette école. Oui. C'est juste des pages de description. Alors, on tient à préciser d'ailleurs qu'on n'a pas lu le bouquin. Non. Qu'on juge en ayant juste lu des dossiers sur le bouquin. Parce qu'on est des tocards. Mais on s'est quand même renseigné. Oui. En vrai, je n'ai jamais autant bossé mon dossier que cette semaine. Bref, donc dans ce monde, donc James Hallyday meurt et avant de mourir, dans son testament, il annonce qu'il a laissé dans le monde 3 clés qui permettront de découvrir l'Easter egg qui permettra le contrôle total de l'Oasis. Le concept de Ready Player One, c'est Charlie la chocolaterie avec tous les romans de dystopie pour les jeunes adultes qui sont sortis il y a quelques années, style Hunger Games, tout ça. Mm-hmm. Et Matrix, peut-être. Ouais, et puisque tous les deux, nous sommes spectateurs de Red Letter Media, et qu'ils ont eux aussi fait un épisode sur Ready Player One, bien évidemment. Un des deux a découvert un épisode d'une série qui s'appelle Danny Phantom, je crois. Ouais, c'est Cartoon Network, je crois, ça. Ouais, qui date potentiellement d'avant le bouquin, qui a exactement enfin pas exactement, mais qui a la même idée de 3 clés dans un monde virtuel. Donc Danny Phantom date de 2004-2007. Donc dans tous les cas, c'est avant le livre, vu que le livre est sorti. Et qui a à peu près qui a le même point de départ, je dirais, que Ready Player One. Mais c'est un hasard. On va pas lui jeter la pierre. C'est pas comme si c'était une idée brillante et hyper. Non, mais c'est pas comme si le mec a réécrit Inception en l'appelant Ready Player One, tu vois. Même si Inception, vois-tu, il y a une bande dessinée de Picsou dans lequel les Raptous rentraient dans les rêves de Picsou, tu vois. On dirait pas la quinzaine d'articles que j'ai lus à l'époque sur Inception. Absolument pas. En soi, attention. Oula. Le postulat de départ n'est pas mauvais, tu vois. Oui. Je dirais qu'au fond, il y a une bonne idée, tu vois. Non, mais il y a un truc, il y a une étincelle, tu peux faire quelque chose. Cette idée qu'il y a 3 épreuves dans une sorte de... Je suis désolé, mais moi je vais continuer à le qualifier de Second Life. Pour moi, c'est vraiment Second Life, quoi, mais avec plus de performance technologique, quoi. Mais c'est la même idée, tu vois. Cette idée d'avoir des énigmes à résoudre par rapport à nos connaissances de pop culture, tout ça, en soi, c'est pas une mauvaise idée. Le vrai souci que j'ai, c'est que une nouvelle fois, en comparaison au livre, j'ai lu que dans le livre, il y a vraiment... Déjà, 2 des épreuves sur 3 sont vraiment très différentes par rapport au film, mais qu'il y a vraiment cette utilisation de connaissances de pop culture afin de résoudre des énigmes, là où dans le film, c'est plus faire des scènes d'action où t'as pas vraiment besoin de pop culture, alors tu comprends pas comment personne n'a déjà réussi les épreuves. Je trouve que il y a un gros souci dans ce film de ce côté, c'est ce cliché de tuer l'élu, seul toi peut résoudre les trucs, tu vois. J'ai l'impression que ça fait des années que j'ai pas vu ce cliché-là dans un film en plus. Et je trouve que ça marche pas parce que à aucun moment tu dis ah ouais, c'était infaisable ce qu'ils ont fait. Mais je pense qu'on va en parler un peu plus en profondeur en décortiquant un peu plus le film sur sa trame. Première épreuve, course-poursuite.
Enfin, course-poursuite, non, une course. Une simple course où on traverse un New York qui se modifie au fur et à mesure, on va dire. Mhm. Et dans laquelle on peut croiser King Kong, le T-Rex de Jurassic Park, et puis voilà, c'est à peu près tout. Direct, je me suis dit, ça sert à quoi d'avoir genre un monde dans lequel on peut tout faire pour te foutre un décor de New York? Non, mais en soi, la scène de la course, moi j'ai bien aimé. Moi, j'ai pas aimé parce que je l'ai trouvé trop brouillonne, je comprenais même pas le tracé. Non, moi ce que j'ai... Là où j'ai déjà commencé à tiquer, c'est au début du film en fait. Ça commence avec une narration du personnage principal. J'ai trouvé complètement inutile. Ça commence par un placement produit Minecraft. Non, là c'est... Ouais. Oui, Si, non, le c'est pas début ça. du film, ça commence par un putain de Minecraft. C'est Et pas le ensuite, début du film, commence. c'est au moment où il entre dans l'oasis. Non, moi je te parle du moment où il sort de chez lui et qu'il traverse tout oui, son quartier. C'est vrai. En fait, il traverse tout le quartier, donc tu vois tous ses voisins qui jouent à l'oasis, tout ça, tu vois qu'il vit dans un monde un peu pourri et tout. Sauf que par au-dessus, il y a sa voix off qui explique que tout le monde joue à l'oasis et qu'il vit dans un quartier pourri. Et c'est pareil, après on voit un peu l'oasis, comment ça se passe à l'intérieur, tout ça. Par exemple, tu vois qu'il y a des trucs de sport, qu'il y a des planètes casino, tout ça. Mais lui, il explique encore par au-dessus ce qui se passe. Enfin, je veux dire... Déjà, je trouve que la voix off est inutile et je pense que déjà dans la scène d'intro, il aurait pu montrer ça juste visuellement. Surtout que Spielberg est d'habitude plus adepte du show voilà, tel, tu vois. Là, la voix off un peu omniprésente par moment qui t'explique des trucs que t'as déjà compris. Ou que tu vois à l'écran quand il dit par exemple il y a une planète en forme de roulette géante, sauf que tu vois la planète en forme de roulette géante à l'écran. Et tu ne la revois jamais. Oui, en plus. Parce que un autre truc, c'est on nous montre des... En fait, moi, tu vois, parce que là, je parle de New York parce que ça m'a vraiment saoulé, en fait. Ce côté, on te montre un casino géant, on te montre plein de trucs comme ça, mais on va dans New York. Je me suis vraiment fait, mais c'est nul. Enfin, montrez-nous des trucs qui peuvent pas exister, en fait. Faites-nous... C'est... Tout leur truc, c'est genre l'imagination. Et en fait, ton imagination, c'est quoi? C'est New York. Et des références. Je sais pas si on peut spoiler la deuxième épreuve. Ou est-ce qu'on la garde pour la partie spoiler? On la garde pour après. La troisième, c'est genre une planète de glace, mais de glace et de lave en même temps, quoi. Voilà. Créativité sur 20. Le tout avec, surtout par la dernière partie du film, c'est ce qu'on voit essentiellement dans la bande-annonce, c'est cette grosse bataille avec plein de personnages où qui rivalise avec celle du Retour du Roi. Où on a absolument rien à foutre de toute la présence de ces personnages. Il n'y a pas un moment... En gros, c'est un truc qui m'a rendu dingue, c'est que tu te dis, putain, tout au marketing, c'était là-dessus, c'était, on a tel personnage, vous allez voir, c'est génial. Mais en fait, on n'a pas du tout les personnages. Ce sont des avatars. Contrairement à un Roger Rabbit où t'as tous les personnages des Looney Tunes et des Disney, qui restent les personnages qui sont à la base. Exact. Et là, ce qui était intéressant, c'est de voir l'interaction entre Daffy Duck et Donald, par exemple. Ouais. Alors que, ouais, là, c'est juste... En fait, c'est juste une skin. Ce sont des coquilles vides, ce sont des avatars, quoi. C'est vraiment... C'est Michel, ton boucher, mais il ressemble à Lara Croft, tu vois. Par exemple, il y a un mec qui passe, il est en Beetlejuice, et en fait, non, c'est juste un mec qui parle normalement. Ouais, c'est juste un mec habillé en Beetlejuice. Et rien que là, je me suis dit... ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien d'avoir fait tout votre marketing en faisant putain, il y a les Battletoads, il y a la meuf d'Overwatch, il y a Freddy, super. Il y a les Spartans de Halo. Ouais. Et en fait, ça ne sert à rien, ce sont des skins. Ce sont des avatars, c'est littéralement des avatars, en fait. J'ai l'impression, d'ailleurs, sans mauvaise foi, mais un petit peu, que, en fait, ce concept d'avatar au cinéma, ça porte la poisse. Hein. Ça fait que des films complètement creux, quoi. Tu vois? Parce qu'à chaque fois, on se retrouve avec ce côté, on n'est pas concerné par le héros, parce qu'on est en train de regarder la skin du héros qui est en train de faire des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tu te sens pas concerné parce qu'en train de vivre le personnage principal. Ici, le personnage principal, c'est ado lambda au final. C'est même un ado lambda qui est un peu chelou parce qu'il a une culture des années 80, sachant qu'il vit en 2040. Non, c'est parce que c'est cette culture que James Hallyday était vraiment fan.
Ouais, Donc, mais ça veut dire que les millions de gens qui jouent au truc de James Hallyday sont obligés de connaître la culture de James Hallyday. Exactement. Donc en fait, tous ces gens qui sont censés vivre dans l'imaginaire, tout ça, sont quand même obligés de suivre la pop culture de quelqu'un Parce que qui a pour vécu moi, dans les années 80. pour moi, ce qui aurait fonctionné, c'est que plus personne s'y intéresse et qu'il y a que lui qui s'y intéresse, tu vois. Ouais. C'est pour ça que pour moi, il y a plein de séquences qui marchent pas sur ce côté. En fait, je trouve que l'aspect tout nostalgie, personnage, tout ça sonne horriblement creux. Il y a des références, tu vois, mais elles sont inutiles en fait. Là où ça aurait été intéressant de faire un truc. Putain, j'ai encore envie de spoiler la deuxième épreuve. Je la spoilerai pas. C'est pour après. J'ai besoin de faire mon poème avant. Ouais, mais ça aurait été intéressant qu'il y ait vraiment cette utilité du savoir de la pop culture, en fait. Et je dirais que ça sert au final qu'à la fin du film, rapidement, dans la troisième épreuve. Le hasard veut que j'ai parlé de cette anecdote pendant le film à un moment parce que je me faisais chier. Et qu'au final, c'est celle qui sert à la fin. Mais bon, ça, on en reparlera dans la partie spoiler. Mais un exemple pas trop spoiler. Sur ces idées qui font des références qu'elles servent pas vraiment et qu'en plus je dirais qu'elles sont mal faites parce que c'est soit des skins, soit la référence elle marche pas. À un moment, les personnages utilisent la Sainte Grenade. Mais c'est la Sainte Grenade de quoi? De Worms ou de Sacré Graal? Je pense que c'est celle de Sacré Graal parce que dans le livre, il me semble qu'il a vu le personnage de Wade Watts a vu le film 150 de fois, un truc comme ça. Parce que si c'était celle de Worms, elle ferait Alléluia avant d'exploser. Mais si c'est celle de Sacré Graal, elle ferait plusieurs rebonds dans n'importe quel sens. Et surtout, elle est pas obligée on est censé dire 3 pour que ça explose. Oui. Sauf que là, non, il la jette et ça explose. Sauf que là, c'est juste une grenade. C'est une skin d'une grenade. Les personnages sont des skins de Michel le Boucher, Jean-Pierre le Boulanger et une bande d'ados, tu vois. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, tout cet aspect pop culture, machin, tout ça, c'est du vide. C'est vide, c'est creux. Ça ne sert pas le propos du film, ça ne sert à rien du tout, quoi. Et fuck, c'est nul. Moi, ça m'a scandalisé. Et si au moins les personnages étaient intéressants. Là, on a l'ado lambda, on a la meuf qui sert de trophée, de faire valoir, son objectif, c'est quoi? C'est de choper la fille à la fin. On a une morale à 2 balles qui fonctionne absolument pas avec le film. Mais ça, une nouvelle fois, sera dans la partie spoiler, parce que j'ai encore... Putain, j'arrive pas à me tenir sans spoiler. Un truc qui m'énerve, c'est que je dirais que c'est évident, tu vois, qu'Ernest Cline s'identifie au personnage principal. Clairement. Je te disais en off, j'ai lu une interview dans laquelle il disait que un de ses films préférés, c'est Buckaroo Banzai, et le personnage principal, un de ses films préférés, c'est Buckaroo Banzai. Oui. Tu vois, tu sens qu'il est fait pour être le personnage principal, et en fait, en voyant ce film, j'ai presque l'impression qu'on est face à un test de QI d'un dictateur. Tu vois, c'est genre un dictateur qui a créé un test de QI où c'est des questions sur sa vie. Et donc forcément, quand il y répond, lui, c'est le mec le plus intelligent du monde. Et dans Ready Player One, pour être le mec le plus intelligent du monde, faut avoir les mêmes connaissances qu'Ernest Cline. C'était pas déjà le cas, le livre, hein, de toute manière. Enfin, c'était déjà le cas. Ouais, c'est ce que je veux dire. Ouais. Il y a tellement ce côté, en fait, le mec le plus intelligent, c'est moi. C'est moi le mec le plus intelligent. J'ai la meilleure des cultures. Et tous les films que j'ai vus à l'époque, ce sont les meilleurs, les meilleurs films de tous les temps. Et c'est agaçant possible. Et donc, je voudrais revenir sur le casting de Ty Sheridan. Ouais. Alors j'ai vu beaucoup de critiques négatives à son propos en disant qu'il n'était pas charismatique. Le problème, c'est pas qu'il soit pas charismatique, parce que on avait déjà dit pour Baby Driver par exemple que Ansel Elgort est pas forcément charismatique, mais il avait quand même beaucoup de charme. Et il fonctionne pour le perso. Et ça fonctionnait pour le perso, sauf que là, Ty Sheridan, il est fade, il a rien, il a aucune caractéristique spéciale il y a aucune matière en fait. Voilà, c'est ça. À un moment, on te présente le fait qu'il vit chez sa tante parce que ses parents sont morts. On ne sait pas du tout comment ses parents sont morts. On ne sait rien de tout ça. On voit pas vraiment son rapport avec sa tante. On sait même pas s'il la déteste ou s'il l'aime. On sait rien. Et d'ailleurs, en fait, le seul truc qu'on sait, c'est qu'il aime bien la culture des années 80.
C'est à un moment, on râlait sur le fait qu'il y a des gens qui se définissent par par les films qu'ils ont vus, par les séries qu'ils aiment, tout ça. Et ben, c'est exactement comme ça que sont écrits les personnages de Ready Player One. Puisque, même le personnage de Hallyday, au final, ce qu'on connaît de lui, c'est ce qu'il aime, en fait, presque. On connaît pas. Parce que moi, il y a plein de moments, je me dis, en fait, c'est un enculé, le gars. En fait, il est à moitié autiste, il est enfermé dans sa bulle et c'est un bâtard sur ses relations humaines, tu vois. Mais à aucun moment le film ne remet ça en question. Il y a toute une trame avec sa relation avec Simon Pegg, qui est le co-créateur de l'Oasis. Et son meilleur ami aussi. Ouais, qui a un nom incompréhensible et que j'ai déjà oublié. Ogden Morrow. Ouais, voilà. C'est pour vous dire, hein. C'est facile à oublier. Je t'en prie. Il y a cette relation qu'on t'introduit, on sait qu'il y a eu des hauts et des bas, tout ça. Mais à aucun moment elle a approfondi, alors que pour moi ça aurait dû être le cœur de la trame du film au final. Puisque sans trop spoiler, elle va quand même permettre la résolution par moment de certaines énigmes. Et le film s'en fout. Le film s'en fout royalement. Et ça, c'est le truc qui m'a le plus choqué dans le film, c'est parce que souvent, on reproche à Spielberg d'être trop sentimentaliste, d'être trop dans les violons, dans les machins, tout ça. C'est la première fois que je trouve qu'un film de Spielberg manque de cœur et manque de sensibilité. Il y en a aucune. C'est simple, il y a qu'à voir la scène de baiser entre le héros et la fille lambda. Bah, elle est filmée comme un téléfilm, je sais pas, ABC. Cette romance était vraiment embarrassante. Mais ouais. C'est vraiment la première fois que je trouve qu'il n'y a pas d'émotion dans un film de Spielberg. Le film est froid. La seule émotion, c'est « Ouais, trop cool !» Trop cool. On a une DeLorean pour voyager dans le temps, mais comme c'est qu'une skin, on va fabriquer un Rubik's Cube et l'appeler le Zemeckis Cube, et c'est ça qui permettra de voyager dans le temps. Mais vous avez la DeLorean. Il n'y a pas plus référence que la DeLorean. C'est une nouvelle fois, ça fait partie de comment on a des références et on ne sait pas utiliser nos références. Ils ont la DeLorean, mais pour voyager dans le temps, ils vont utiliser un Rubik's Cube. Mais bordel de cul. Pour stopper le temps. Non, c'est pour le reculer d'une minute. Ah oui, tu as raison. C'est pour reculer d'une minute. C'est encore pire, donc. C'est vraiment pour voyager dans le temps. Alors qu'ils ont la fucking DeLorean. Pareil, je sais pas si t'es d'accord, mais je trouve que pour un monde de jeux vidéo, on va dire tout ça, ça manque d'humour, ça manque des joueurs trolls, ça manque de... Moi, il y a un moment, j'avais espoir qu'il y ait une scène, genre, avec un personnage qui est genre le personnage... de base. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es dans ta gestion pour créer ton personnage au début du jeu, le mec il a appuyé sur valider trop tôt alors qu'il a un personnage chauve qui a aucune caractéristique physique, mais genre il participe à l'action et genre les gens se foutent de sa gueule parce qu'il est pas personnalisé. Mais oui, mais j'ai pas eu le temps, tu vois. J'ai appuyé sur valider trop tôt. Parce qu'on sait qu'en plus, quand les personnages meurent, en fait, ils reprennent de zéro. Ça pourrait être intéressant que les personnages meurent et ils se retrouvent tous avec des skins genre méga fades, mais c'est pour revenir le plus rapidement dans l'action et donner un coup de main à sauver le monde. Les trolls, il y a aucun troll comme personnage dans le jeu. Je me suis dit, putain, on est dans le monde du jeu vidéo. Faut qu'il y ait des trolls à un moment. Et j'entends pas les trolls, les personnages. Genre, j'entends les trolls, les connards d'internet, tu vois. À aucun moment, il y a ça. C'est genre un internet utopique où tout le monde s'allie pour faire l'action principale et aider le personnage principal. Il y a personne qui va aller voir le personnage principal le tuer juste pour le faire chier. Tu vois? J'ai trouvé qu'il y a aucun humour en fait sur cette vision d'internet ou même sur les skins des personnages. Parce que les mecs qui sont en tenue d'Halo, ils jouent comme s'ils jouaient à Halo. Enfin, je sais pas, faites-les venir à bicyclette. T'as les mecs de Halo à bicyclette. À un moment, on va dire qu'il y a enfin, putain, c'est un spoil, mais... Disons que le grand méchant, il va utiliser une skin précise à un moment. Et moi, j'avais espoir que ce soit Rex de Toy Story, en fait.
parce qu'on te l'introduit en mode regardez ce dinosaure, ce gros. Bon, je spoil un peu, c'est un dinosaure. Regardez ce dinosaure trop badass, et je croyais que ça allait dézoomer et que c'était Rex de Toy Story en fait. Je sais pas, foutre un truc qui te rappelle qu'en fait t'es un peu sur internet. C'est une nouvelle vision d'internet, mais le pire c'est que ils font référence aux modeurs, tout ça en général, et c'est tout. Oui, c'est que des références. Il y a juste un des personnages principaux, un des personnages secondaires qui est un modeur. Et elle fait pas grand chose. Et elle fait pas grand chose. Bon, on a un peu spoilé en disant elle, hein, mais. Oui. D'ailleurs, en parlant de ça, alors je sais pas si ça c'est considéré comme un spoiler ou pas du coup. Je sais pas, parce qu'ils ont révélé leur vraie identité révélée vers la moitié du film, je dirais. Mais c'est pas par rapport à leur identité, c'est par rapport au groupe de... Parce que c'est un groupe de joueurs qui jouent souvent ensemble, tout ça. Ouais. Et en fait, c'est à la fin du film, on apprend leur nom de groupe. Ah oui, d'accord. Et ça sort de nulle part. Oui, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je me suis vraiment dit, d'accord. Est-ce que c'est un spoiler ou pas ou... Non, c'est pas, ça sert à rien. Voilà. C'est pas un spoil de trame. Voilà, c'est juste qu'à la fin du film, ce groupe de 5 joueurs, donc les 5 persos principaux, s'appelle le High Five. Et mais genre, tu l'apprends à la fin. Et tu l'apprends à la fin que ça s'appelle le High Five, mais apparemment c'est un truc qui est là depuis le début, qui est là depuis le début de leurs exploits en fait. Mais en fait, il y a plein de soucis de narration qui, d'après ce que j'ai lu, ne sont pas forcément dans le livre. Mais ce qui est quand même ouf, c'est de dire que le mec qui a écrit le bouquin a écrit le scénario aussi, tu vois. Oui, non, mais c'est écrit comme un pied, quoi. De ce que j'ai lu, je sais que par exemple, les personnages se rencontrent dans la vraie vie vers la fin du bouquin, par exemple. Oui. Ce qui donne plus d'emphase de ah putain, ils se rencontrent vraiment. J'ai cru lire aussi que le nom de Wade n'était dit que très tard dans le roman. Ce qui est une surprise quand... Voilà, c'est-à-dire que c'est le méchant qui lui dit, je sais plus, je sais qui tu es, Wade, tu vois. Ouais. Alors que jusqu'ici, on le connaissait uniquement sous son nom de jeu vidéo. Là, dès la bande-annonce, tu connais l'identité du mec. C'est vraiment genre, bon, ok. Apparemment, le personnage de Simon Pegg est beaucoup plus important dans le bouquin aussi. Mm-hmm. D'ailleurs, petit défaut du film, mais c'est pas un vrai défaut, c'est peut-être moi, tu vois. Mais disons qu'il y a une révélation par rapport au personnage de Simon Pegg. Et en fait, j'avais tilté, en fait. Ouais, bah oui, ouais, je vois. On va dire que si on prête l'oreille, sans trop en dire, bah tu reconnais un petit peu une voix à un moment et tu dis que c'est peut-être Simon Pegg, tu vois, mais sans trop en dire. Mais bon, ça c'est pas, je sais pas, c'est un vrai gros défaut, tu vois. C'est peut-être juste moi parce que je sais pas. Ça fait pas partie en tout cas des trucs qui m'ont vraiment énervé dans le film. Oui. C'est juste un truc où je me dis bon, tant pis. C'est pas. Il y a autre chose. Il y a pire que ça, donc. Bah en fait, il y a tout qui est pire, quoi. Enfin, même d'un point de vue, tu vois, je parlais du manque d'émotion de Spielberg. J'ai envie de parler de sa mise en scène aussi, où en dehors de faire ces fameux plans séquences pour lesquels il est connu, je trouve qu'il fait pas grand chose de plus. La bataille, elle est pas montrée comme incroyable, tu vois, à la fin. Non, elle est bordélique. L'Oasis, il est pas foulement créatif, quoi. C'est un décor de science-fiction lambda dans lequel on a mis des références geeks. Hein. Et même l'immeuble principal de l'Oasis où tout le monde se rencontre, c'est juste un immeuble lambda. Ouais, il y a rien de... Il y a rien de génial. Ça m'a un peu fait penser... Ça m'a un peu rappelé la ville dans laquelle Jude Law et Lee Joel Osment dans AI se dirigent pour aller... Je sais plus la question qu'ils vont poser à Robin Williams. Je sais plus la question qu'ils vont lui poser et donc il y a une sorte de ville et je trouve qu'elle lui ressemble beaucoup, sauf que c'est pour une séquence de 2 minutes parce qu'après il rentre dans un bâtiment et on retourne jamais vraiment dans cette ville, tu vois. Ouais. Là où tout ton film une grosse majeure partie du film se passe quand même dans l'Oasis et l'Oasis en soi est pas très intéressant. Visuellement, je me suis pas dit ça c'est cool, tu vois.
En fait, le seul moment où t'as l'effet wow, c'est quand il entre dans l'Oasis et que tu vois tous les univers différents. Et après, quand tu vois le personnage... Oui, voilà, mais quand tu vois le personnage vivre l'Oasis, c'est juste, ouais, il marche dans un immeuble, il va dans une boîte de nuit, il va... Mais comme ce sont des skins, ils font des trucs normaux. Non, mais tu vois, si, je sais pas, si... Putain, j'aurais trop aimé, il y a un personnage, c'est Lara Croft, mais la vieille Lara Croft, elle se retrouve à marcher en boucle contre un mur, tu vois. Parce que des trucs qui ont rapport avec les personnages de jeux vidéo, avec que vraiment les références soient réfléchies, soient utilisées, soient... Non, mais sinon, le spectateur lambda ne pourrait pas comprendre la référence. Si quelqu'un lui dit pas « Oh, c'est ça », comme la scène où à un moment, ils ont l'objet un objet qui permet... Enfin, un objet piège un peu qui est Chucky, en fait, la poupée de Chucky. Il la balance par la fenêtre de sa DeLorean, quelqu'un se prend Chucky dans la gueule. Sauf que le mec qui se prend Chucky dans la gueule dit « Oh merde, c'est Chucky !» Sauf que tu vois que c'est Chucky qui l'a pris. Et ça sert pas forcément que ce soit Chucky, ça pouvait être ça pouvait être un Gremlin, ça pouvait être... Oui, non, mais c'est ça. Non, mais je veux dire, le problème, c'est pas qu'il balance Chucky, le problème, c'est que... Ah non, regarde, c'est Chucky. Mais moi, le problème, c'est quand même qu'il balance Chucky. Dans le sens où ça n'a pas de... Il n'y a pas une caractéristique propre à Chucky qui fait que il fallait balancer Chucky à ce moment-là. Je sais pas si je suis clair. Par exemple, à un moment, ils utilisent l'arme de... je vais pas dire fétiche, symbolique, enfin non, iconique, on va dire, de Gears of War, qui est le fusil tronçonneuse. Mais ils s'en servent en mode, ils tirent 3 coups, elle se fait casser, c'est tout. Bah non, moi j'aurais vu, je sais pas, les personnages ils sont attachés, ils font putain, il nous faut un truc avec une tronçonneuse. Dans tel film, il y a tel objet machin avec la tronçonneuse, ils sortent la tronçonneuse, tu vois, du film. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Qui est une réflexion de putain, je me souviens que dans tel film ils utilisaient tel objet parce que cet objet il permettait de faire ça, on a besoin d'un truc qui fait ça, prenons cet objet. Pas juste, bah j'ai une skin j'ai une skin de mitrailleuse, c'est celle de Gears of War. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Que ta référence soit utile. Pas que ce soit juste une référence pour une référence. Et en soi, une référence pour une référence, c'est pas toujours mauvais, parce que ça nous a donné des films comme Lego Movie, par exemple. Oui. Où t'as tes personnages principaux qui ne font partie de aucune saga culte. Il y a Batman. Ah ouais, dans les personnages principaux, c'est vrai qu'il y a Batman. Mais bon... mais même le personnage de Batman dans Lego Movie, c'est une version complètement parodique et complètement égocentrique du perso. En soi, c'est le même personnage de Batman. Il joue avec les codes de Batman. Mais tu vois, un film comme Lego Movie, les autres personnages, les univers, tout ça, servent l'ambiance du film, mais pas plus que ça. Et pourtant, ça marche super bien, en fait, dans Lego Movie. Après, Roger Rabbit, ça reste l'exemple ultime, parce qu'ils servent des toons tout en n'abusant pas tant que ça, en fait, sur les toons. Et en plus, c'est produit par Spielberg. Moi, Spielberg, je te dis, ça fait 10 ans qu'il n'a pas connu un succès, il a envie de produire Tintin 2, il a envie de faire d'autres trucs. Je pense que c'était la meilleure nouvelle qui soit sortie de Ready Player One, c'est que Tintin 2 est toujours en projet. Je pense que ça va juste lui donner un peu de sous pour pouvoir produire des trucs. Moi, j'ai lu je crois que c'était un tweet qui disait que après 1941, Spielberg a fait Les Aventuriers de l'Arche perdue. Ouais. Donc après Ready Player One, il peut faire un truc cool. Hein. Indiana Jones 5. Mais je dirais que c'est différent parce que 1941 n'est pas considéré comme un mauvais film, c'est juste considéré comme un gros échec commercial. Ouais, mais même Spielberg le déteste, ce film, en fait. Ouais, bien sûr. Mais Spielberg déteste Le Temple Maudit, ça, pour moi, c'est le meilleur Indiana Jones. Ouais, mais c'est parce que ça vient d'une période assez sombre de sa vie, donc il a... Ouais, bien sûr, il a refoulé, mais bon, ça reste le meilleur Indiana Jones. Mais il est très bon, hein. Il est très bon. Mais fuck, quoi. Ça me casse les burnes. On passe au spoiler ou t'as encore des choses à dire? Bah, j'aurais des trucs à dire en spoiler, je pense. Ouais, voilà, on va plus là, se lâcher. Vous avez notre avis général. C'est détesté. c'est vraiment... De toute façon, Joël, toi, tu sais que les références, j'aime pas ça, forcément. Oui. Mais les références qui sont pas travaillées, c'est encore pire. Ah ouais, c'est mon cauchemar. C'est vraiment mon cauchemar. Ouais.
Moi, c'est au fur et à mesure du film, en fait. À part l'intro qui m'a vraiment gonflé sur la narration qui m'a fait chier. Mais le plan du perso qui descend sa tour et qui va jouer, tout ça, j'ai bien aimé. Ouais, non, mais ça, c'était bien. Franchement, en fait, le décor de l'Oasis et tout, où tu t'introduis tous les gens qui jouent et tout, je me suis dit, ouais, c'est cool. C'est cool. Après, il y a eu la course-poursuite. J'ai adoré la course-poursuite. Moi, j'ai détesté la course-poursuite. Mais j'ai bien aimé la deuxième séquence. La deuxième épreuve. Mais c'est à partir de après la course-poursuite que j'ai commencé à m'enfoncer de plus en plus dans mon fauteuil. Bah moi, c'est dès ce côté résistance. Parce qu'en gros, le personnage le personnage féminin fait partie de la résistance. Et la résistance de quoi? Tu sais pas, parce qu'en plus, t'as l'impression qu'ils sont 3 dans le groupe de la résistance. Et ils sont 3 parce que le personnage principal est arrivé. Ouais. Et je viens d'apprendre qu'il y a Letitia Wright qui est dans la résistance. C'est celle qui jouait Shuri dans Black Panther. D'accord. Voilà. Ouais, parce qu'on les a bien vus, les membres de la résistance. C'est vrai. C'est vrai. C'était bien amené. C'était bien raconté, ouais. Bon, allez, petite pause poème. Et puis, on se retrouve derrière pour les spoilers. À tout de suite. Auteur de Pornographie Nerd, par Ernest Klein. Traduit de Nerd Porn Auteur par moi, Joël. J'ai remarqué qu'il n'y a plus de films porno faits pour des gars comme moi. Tous les pornos sur lesquels je suis tombé sont ciblés aux mâles alpha engloutisseurs de bière, piliers de comptoirs de bars sportifs. Des hommes qui aiment leurs femmes stupides et soumises. Des hommes qui ne peuvent bander que pour des femmes nympho monosyllabiques, affamées de bites, à la poitrine gargantuesque et au vocabulaire pauvre. Les films pour adultes sont peuplés de femmes liposucées et injectées de collagène. Plusieurs d'entre elles se sont tournées vers la chirurgie et à l'automutilation dans une tentative de ressembler à ce que l'on dit de ressembler. Ce ne sont pas des vraies femmes, ce sont des objets. Et ces films ne sont pas érotiques, ils sont pathétiques. Ces chaudes lapines à la tête vide ne m'excitent pas, elles me dégoûtent. Et ce n'est pas parce que je suis contre la pornographie. Voyons, je suis un mec. Et les mecs ont besoin de pornographie. C'est un fait. Comme un prédicateur a besoin de souffrance, comme une aiguille a besoin d'une veine, les mecs ont besoin de porno. Mais je ne veux pas de ce porno misogyne avec des musclores qui haïssent les femmes. Je veux des films porno qui sont faits pour des gars au même esprit que moi. Des gars qui savent que la chose la plus sexy au monde est une femme plus intelligente que toi. Vous pouvez avoir toute la squad de Pom Pom Girl. Je veux la fille en jupe de tweed et aux lunettes à monture d'écaille. Betty Finboski, la valédictorienne. Oh oui. Premièrement, je vais recopier son devoir de trigonométrie. Ensuite, je lui ferai l'amour passionnément pendant des heures et des heures jusqu'à ce qu'elle me demande à contre-cœur que l'on arrête parce qu'elle ne veut pas rater Battlestar Galactica. Avec la plus haute louange, poupée. C'est ça que j'appelle de l'érotisme. Mais avez-vous déjà vu ce type de femme dans les films pour adultes contemporains? Non. C'est pour cela que je vais commencer à écrire et à réaliser du porno geek. Je serai la quintessence de l'auteur de Pornographie Nerd. Et les femmes de mes films porno seront le genre à rendre fou de désir des nerds comme moi. Je parle de ces filles qui font capoter la courbe de notation. Les filles du club de latin et de la Société d'honneur nationale. Des meufs avec des vêtements bizarres, des appareils dentaires, des lunettes et 16 de moyenne. Des bouquineuses intelligentes et articulées avec des cartes de la Mensa dans leur sac à main. Mes starlettes du porno viendront dans toutes les formes. Mes starlettes seront trop occupées à étudier leur diplôme plutôt que d'aller à la salle de muscu. Dans mon porno, les filles n'auront pas à se dénuder. Elles n'auront juste qu'à emmener les gars dans le studio d'enregistrement et à les battre à plusieurs reprises aux échecs. Et aller parler pendant des heures du principe d'incertitude d'Heisenberg ou des métaphores sous-jacentes des aliens. Achetez des actions dans les crèmes Nivea, car il y aura bientôt une pénurie. Et je ne parle pas seulement de porno hétéro, non non non. Il y aura des films de baise pour mes frères nerds de toutes les orientations sexuelles. Des pornos nerds gays au titre tels que Donjon et Drag Queen. Cette idée est une putain de mine d'or, je vais en faire des millions. Parce que ce pays est rempli de programmeurs de bases de données, d'ingénieurs électroniques, et ils ne reçoivent pas assez l'amour dont ils ont désespérément besoin. Et vous pouvez aider. Si tu es une femme intelligente, intéressée d'entrer dans l'industrie du film pornographique,
Et si tu peux nommer la planète natale de Luke Skywalker, eh bien, tu es embauché. Je me moque si tu penses que tu es obèse ou peu attrayante. Je me moque si tu penses que tu es belle. Tu es belle. Et je ferai de toi une star. Jacques Prévert. Ah, putain. Wow. J'adore la poétrie. Bon, alors cette séquence aura été montée parce que Oui, bien sûr. il y a eu beaucoup de coupures et beaucoup de fou rire pendant la relecture. Ah, mais bordel, qu'est-ce que c'est? On en parlait. Là, il devait avoir une trentaine d'années quand il a écrit. Mais on dirait un truc écrit par un gamin de 14 ans qui n'a pas de copine et qui écrit un truc en mode moi les filles, je vous aime, je suis pour le féminisme, alors sucez-moi la bite. J'en ai marre des connards sportifs qui sont des connards envers les nanas. Moi, je suis un mec bien, je suis un mec sympa, pourtant personne veut coucher avec moi. C'est juste trop ça, quoi. Sauf que le mec, il est plus vieux que nous. Et waouh, incroyable. Incroyable poème, incroyable slam, ça m'a bouleversé. Bouleversé. J'en ai les larmes aux yeux. Ah putain, je comprends. Ah. Acheter des actions dans les crèmes d'Ivea. Car il y aura bientôt Bon, une pénurie. on a un peu rajouté le Nivea, mais c'était plus drôle. C'était une traduction libre. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit assez compréhensible parce que même en anglais, il y a des moments, c'était n'importe quoi au niveau du phrasé, tout ça. Ouais, c'est un peu bordélique. De la ponctuation. Moi, je me demande s'il était pas un peu bourré ou je sais pas quoi quand il a écrit ça. Non, je pense qu'il était pas bourré, il était sérieux. Tu vois, non, je le vois bien un peu alcoolisé, seul, dans sa chambre, tout en train de mater du porn et de faire les filles, c'est que elles sont fausses, elles sont toutes fake. Et que le mec s'est retrouvé à écrire ça sur son site. Alors, il faut savoir qu'il est caché sur son site, c'est ça? Enfin, il est difficilement trouvable. Mais il est trouvable. Donc, je pense que c'est un truc qu'il a pas assumé au final, quoi. Et c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé qu'il lance sa compagnie de porn juste après que Steven Spielberg ait fait Ready Player One, tu vois. Qui est ce côté pas du tout... Ouais, qu'est-ce qui se passe? En fait, à la base, il était vraiment sur son site. Il était vraiment... Il y avait tout le texte sur son site. Maintenant, il faut aller sur la catégorie slam, chercher Nerd Porn Auteur. À partir de là, tu peux écouter son slam à lui. Donc, lui en train de lire... Ernest Cline en train de lire son poème. Celui-là? Ouais. Oh, fuck. Donc, c'est qu'il l'assume, quoi, si c'est même enregistré en train de le lire et tout. En public. C'est même en public. Putain. Et le transcript est maintenant disponible dans un bouquin qu'il avait publié il y a quelques années. Donc, en fait, le transcript qu'il y avait sur le site a été supprimé. Pas mal. Ah là là, quel homme. Il nous comprend, hein. Il nous comprend, nous, pauvres nerds. Ouais. Spoiler! Allez, on est parti. Que spoiler de plus que la deuxième épreuve du film? Alors, avant de spoiler des éléments du scénario, je vais revenir sur le casting aussi. Ouais. Donc, on a parlé de Ty Sheridan et on a vaguement parlé de femme lambda jouée par Olivia Cook. Ouais. Olivia Cook, qui est exactement le même nom de famille que son personnage dans le film. Coïncidence, je ne sais pas. Vu qu'elle s'appelle Samantha Cook dans le film. J'ai même pas tilté, tu vois. Je savais même plus qu'elle s'appelait Samantha. Je voudrais revenir sur les autres personnages du groupe des High Five. Donc, Lena Waithe, qui joue la meilleure pote de Wade. Enfin, il pense que c'est un mec. Oh mais non, il peut pas... Attends, t'imagines si la meuf dont il est amoureux, c'est un mec derrière? T'imagines s'il était tombé amoureux d'un mec? Oh, heureusement que c'était une femme. Oh. Sachant que moi, Ernest Cline, j'avais gueulé quand Harvey Weinstein, il a rajouté des gags dans un bar gay dans mon film Fanboys, parce que moi, j'aime pas trop qu'on fasse des trucs où on dit que l'homosexualité, c'est pas bien. Véridique, hein, c'est dans une interview. Ah bon, ok, déjà, bon. Ouais. Alors, dans le film, à un moment, tous les personnages se retrouvent dans la vie réelle. Et voilà, déjà, je veux bien croire que Femme Lambda habite à côté de ce mec. Je veux bien croire ça.
C'est et après que sa meilleure pote habite aussi juste à côté. Et en plus de ça, les deux Japonais qui font partie de son groupe sont aussi dans le coin par hasard. Et le méchant. Et le méchant qui est aussi là, mais On n'a toujours pas parlé du méchant. non, mais les deux Japonais d'ailleurs, les deux Japonais qui est un ado et un gamin de 11 ans. Ouais. Il y en a un qui joue un samouraï et l'autre qui joue un ninja. Ouais. Et Top. c'est à faire du kung-fu dans la vraie vie. Top. Franchement, top. Bravo. Et leurs affiches aussi, les affiches du film aux couleurs personnalisées. Bah, forcément, tous les deux, elles sont jaunes. Ah, j'ai pas vu ça. J'ai pas du tout vu ça. Et la fille, c'est rose. Et la fille, c'est rose. Oh, merde. Pour de vrai. Pour de vrai. Alors, merde. j'admire Power Rangers qui a tout fait pour éviter cette controverse. Mais là, je comprends pas Quitte pourquoi même à Ready en faire un gag rapide dans le film. Oui, dans le film. Ouais, c'est admirable. Mais là, Ready Player One qui tombe en plein dedans. Mais surtout Spielberg qui tombe en plein dedans en 2018. Ouais, alors que c'est censé quand même être un réalisateur quand même assez progressiste. Hein. Le méchant, on n'a pas parlé du méchant jusqu'à maintenant. Qui est joué par Ben Mendelsohn. Qu'on avait pu voir dans Rogue One. Ouais. Qui joue à peu près le même style de personnage. C'est moi ou il a un dentier? Alors, il y a des trucs qui m'ont un peu perturbé dans son look. Je sais pas trop dire quoi. Il a des fausses dents dans ce film. Hein. Je sais pas du tout. J'ai pas fait attention, mais je sais qu'il y avait un truc qui me perturbait, c'est peut-être ça, tu vois. Parce que déjà, j'étais fixé dessus et à un moment, j'entendais dans sa façon de parler qu'il faisait des chut. J'ai pas plus prêté attention que ça. Comme s'il avait quelque chose dans la bouche, en fait, qu'il avait pas d'habitude. Méchant qui sera plus ou moins vaincu parce qu'il a le mot de passe de son compte Oasis sur un post-it sur sa grosse machine incroyable avec laquelle il va dans l'Oasis, dans laquelle il prend la forme d'une sorte de... On dirait une sorte de Superman, parce qu'il y a coupe de cheveux de Superman, mais en costard de patron d'entreprise machiavélique. C'est genre le patron qui, dans un jeu où il peut être n'importe quoi, reste un patron. Oui, en fait, ça pourrait être un méchant patron dans Saints Row. Mais c'est tellement ça. D'ailleurs, je trouve dans l'ensemble que les designs des persos qui ne sont pas des persos piqués d'ailleurs sont assez dégueulasses. Mais pour le coup, c'est juste des goûts personnels parce qu'il y a des gens qui s'appelaient... Moi, ça m'a pas du tout plu. Pardon. Mais t'as raison, hein. C'est un méchant de Saints Row qui, dans l'Oasis, s'associe à TJ Miller. Qu'on n'a pas du tout vu du marketing. C'est étrange. Tu voudrais dire qu'il y aurait peut-être des histoires ? Je sais pas. Mais je voudrais rappeler aux auditeurs de revenir au début du podcast pour qu'on parle de l'entourage d'Ernest Cline, mais c'est tout. Mais le méchant dont le but en fait c'est de récupérer l'Oasis qui est gratuit pour en faire plus ou moins un truc payant quoi, dans lequel il y aura des spams de publicité. Voilà. Et ce mec-là, pour ça, il est capable de tuer plein de gens. Et à la fin, bah, il se fera juste arrêter de façon gentille par la police judiciaire du coin. Par la police qui apparaît à la fin du film, alors que... Tout le long du film, il n'y a pas de flics, mais à la fin, il y a genre une bagnole de flics qui vient arrêter les méchants. Il y a un immeuble qui explose en plein film, il y a aucune réaction de n'importe qui, enfin, ni de la police, ni du personnage principal. Tu dis un immeuble qui explose. C'est le méchant qui a fait péter le bâtiment, quoi. Le méchant fait péter le bâtiment, il n'y a pas de police, il n'y a pas de pompiers. Il y a plein de civils morts, c'est un attentat. Oui, et dans ce bâtiment, il y avait la tente du personnage principal, aucune réaction, à part genre, ça a explosé, je suis triste, ils ont tué des gens. Je dois partir. Mais je dois partir parce que j'ai la 2e épreuve, ou la 3e, je sais plus. Y avait-il quelqu'un que je connaissais dans cet immeuble? Bah, c'est pas grave, je vais me taper cette nana que je connais pas. Je crois que c'est juste avant la 3e épreuve, et derrière, parce que derrière, on apprend que les méchants ont réussi à trouver la 3e épreuve, ce qui permet de ne pas avoir à développer un peu plus. Parce que là, je me suis vraiment fait, d'accord, on sait pas comment ils l'ont trouvé, mais ils ont trouvé la 3e épreuve. D'accord.
Et c'est genre finir un jeu sur une bonne borne d'arcade sur un lac gelé. D'accord, ok, très bien. Parlons de la deuxième épreuve. C'est parti. Deuxième épreuve qui consiste à... Revisiter un film que James Hallyday avait vu à une certaine période de sa vie. dans le roman original, le film était War Games. Et ça consistait à jouer le personnage de Matthew Broderick et à citer les répliques du film par cœur. En fait, à amener le film à réellement se dérouler, tu vois, parfaitement. Ici, c'est Shining de Stanley Kubrick. Mm-hmm. Et ça consiste à marcher sur des têtes de zombies dans une salle de bal. Et ça, c'est un des trucs qui m'a saoulé parce que visuellement, c'était hyper cool. Oui, Dans franchement, Shining. la constitution du Shining de Kubrick était vraiment parfaite. C'était topissime. Ce qui est top, c'est qu'il y a la reconstitution parfaite de Shining. En plus de ça, t'as des effets visuels avec des zombies qui apparaissent, t'as l'impression d'être dans le manoir hanté de Disney. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Genre, quand un des persos se retrouve dans la chambre, j'ai oublié le numéro de la chambre alors que c'est censé 237. être 237 et qui se retrouve face à la vieille dame dans la baignoire. Bah la vieille dame devient géante, elle sort une hache puis elle court après le perso de... Ça m'a saoulé. Le fait qu'elle devienne géante, je me suis vraiment fait... Sérieusement. Et puis c'est Shining sans Jack Nicholson. Oui, t'as juste l'ombre de Jack Nicholson. Mais t'as l'impression que pour eux, la vraie méchante dans Shining, c'est la vieille. C'est la vieille de la chambre 237. Ça, c'est typiquement une séquence qui, pour moi, a une super bonne idée et ne sait pas quoi en faire. Parce que à aucun moment, il faut avoir des connaissances sur Shining. Ouais, ils auraient pu trouver quelque chose dans la chambre 237 ou non, alors... moi j'étais convaincu quand la séquence a démarré, puisque le thème un peu du film c'est les easter eggs, c'est d'ailleurs grâce à ça à la fin que on y reviendra, mais que le gentil va gagner, quoi, on va pas se mentir. Et j'étais convaincu que ça allait partir sur les théories des fans, et notamment sur Apollo. Ouais. Sur cette idée que Shining est un film dans lequel c'est une théorie de fan. Hein. Je ne dis pas ça comme si j'y croyais moi aussi, mais je la trouve cool. Dans lequel Stanley Kubrick dirait qu'en fait c'est lui qui a tourné les séquences des premiers pas sur la Lune. Et je pensais que ça allait tourner autour de ça, cette idée de mystère, de théorie, d'easter eggs autour de Shining, parce que c'est un film qui a beaucoup de théories. Et non, en fait, ça consiste à juste traverser les couloirs, à trouver la salle du bal. Et c'est même pas le bal du film, parce que là, c'est juste des zombies qui flottent en dansant. Et là-dedans, parmi tous ces zombies, il y a la femme dont était amoureux le personnage d'Holiday, qui on apprend, s'est retrouvé à se marier avec le personnage de Simon Pegg, et c'est pour ça que les deux étaient fâchés. Voilà. Donc... on peut revenir sur l'amitié entre Simon Pegg et James Hallyday. Donc, les deux sont les deux meilleurs amis au monde. Ils ont créé cet univers parfait ensemble. Et parce que James Hallyday est un connard, il a carrément coupé les ponts avec lui. Ouais, parce qu'il a jamais osé aller voir la fille, alors que son pote, il a osé aller la voir, donc il a fini avec lui. Bah ouais, fallait bouger, Michel. Voilà, donc c'est le complexe du nice guy, en fait. Moi, c'est le truc qui m'a le plus énervé, c'est ce personnage J'étais convaincu... Sincèrement, en allant le voir, j'étais convaincu qu'au fur et à mesure, on allait découvrir que James Hallyday, avait cette part sombre, tu vois, qui allait se dessiner de plus en plus, et qu'on comprendrait de plus en plus le personnage de Simon Pegg, et qu'au final, je croyais que ça allait être Simon Pegg qui allait retrouver les droits de l'Oasis, en fait. Mm-hmm. Parce qu'il en est le cofondateur. Non, c'est pas ça, c'est juste... Et d'ailleurs, c'est... Ouais. Par rapport à ça, c'est quoi la motivation du personnage principal ? Parce qu'il dit « Je veux récupérer l'easter egg pour avoir le contrôle de l'Oasis » et puis... C'est les sous, c'est pour se changer de sa pauvreté. Acheter des trucs. Ouais. C'est pour s'acheter une combinaison qui est trop bien, t'as vu ? Mm-hmm.
Non, mais bien sûr, là où le personnage de Simon Pegg aurait une vraie motivation, en fait, et ça aurait été intéressant en fait, que les personnages partent à la recherche de Simon Pegg, parce que t'as l'impression que c'est un mec... Personne n'en parle de ce personnage dans le film. À aucun moment. On le voit juste seulement dans les on le voit images d'archives. dans les images d'archives de la vie de James Hallyday. Et c'est tout. C'est un personnage dont tout le monde se fout. Ouais. Et je pensais que ça allait être la rédemption de ce personnage, qu'on allait remettre à son niveau, parce que c'est le co-créateur de l'Oasis et tout. Et à la fin, juste il pop en mode « Ah, salut, venez, on signe le contrat !» Tu te souviens du gars qui t'a vaguement aidé pendant tout le film? Bah en fait, c'était pas un NPC, Non, c'était moi. Mais j'étais caché. Et si tu connais pas forcément ma voix, bah tu m'aurais pas reconnu. Ouais. Moi, Simon Pegg. Mais comme nous, on a reconnu ta voix, moi, je savais que c'était toi. Et quand il y a révélation, j'ai fait « Ouais, bah on s'est fait, non ?» Non, mais c'est vrai, en plus j'entends la voix du curateur, je me retourne vers ma copine, je me dis putain, on dirait la voix de Simon Pegg. Ouais, Eh bah oui, exactement. C'était lui, en fait. Et... En fait, j'ai pas l'impression qu'on a cherché à me raconter une histoire, quoi. Parce qu'en dehors de ce côté, bah j'ai pas de sous, je veux avoir plus de sous, alors je vais trouver les easter eggs pour devenir super riche. Sauf qu'en chemin, il va croiser cette fille La résistance. Bah non, ils veulent empêcher les gens de faire un truc qui est gratuit, de le rendre payant. Mais il est tellement gratuit qu'en fait, t'as des microtransactions dedans. C'est un free-to-play. Je dis même, c'est un pay-to-win, parce que t'as besoin d'acheter plein de trucs pour réussir à gagner. Donc ton fameux jeu gratuit, on y reviendra. Hein. Ça coûte combien un casque VR? Ça coûte cher. Hein. Ça coûte putain de cher. Hein. Parce qu'au début, on nous montre qu'en plus, il s'est fabriqué lui-même tout son matos et tout, parce qu'il a pas de sous. Et je ne comprends pas le récit. Je comprends pas ce qu'on a voulu me raconter. L'idée qu'un pauvre, il devient riche. Mais c'est même pas Robin des Bois, genre je vais le redistribuer, c'est... C'est vrai, maintenant que tu dis ça, il a construit son casque vert. On aurait pu voir ce côté, justement, du personnage qu'il était inventif et... Mais non. Et capable de faire ça, mais non, on le voit... Surtout qu'il se planque pour jouer. Pourquoi il se planque pour jouer? Je sais pas, parce qu'il a une pièce spéciale avec un tapis roulant spécial qu'il a créé lui-même. Mais c'est carrément une camionnette cachée dans une casse. Il est obligé de faire tout son petit trajet et tout pour aller jouer. Là, on voit que tout le monde joue chez eux. Mm-hmm. Pourquoi? Est-ce que c'est par rapport à sa tante? Mais c'est pas bien appuyé que c'est par rapport à sa tante ou... Non, mais... Et pourquoi sa tante, elle vient pas lui foutre la honte dans l'Oasis? Genre quand il est devenu célèbre. Tu vois, il est devenu célèbre, t'as sa tante qui arrive avec son personnage, je sais pas, de bimbo s'il connaît, qui fait « Oh, regardez, c'est mon neveu, tu vois !» Oh, tu vois, faire des trucs, quoi. Raconter des choses sur les personnages. Et un truc que je comprends pas aussi, c'est que ce côté en blind du film qui a plu à tout le monde... Mais je le vois pas du tout. Bah pour moi, le côté en blind, c'est de voir un groupe d'enfants qui est ingénieux, drôle et plein de bonnes qualités c'est et les des caractéristiques. Les Goonies, c'est les personnages. Ce sont des personnages, oui. C'est pas les magnifiques scènes d'action ou les décors somptueux, tout ça. C'est des putains de grottes, quoi. E.T., c'est un film de science-fiction avec le point de vue des enfants basé sur la relation. Sans scène d'action. Basé sur la relation entre des enfants et un extraterrestre. C'est quoi le côté en blind du film sur le personnage principal, à part qu'il aime Retour vers le futur et qu'il aime l'argent. Et qu'il aime l'argent et qu'il a rencontré une fille pour la première fois de sa vie, du coup il l'aime d'amour de tout son cœur. Même si elle a une tache de vin sur son visage, mais c'est pas grave parce qu'il est pas déçu. Non, alors ça m'a rendu fou. Ça, elle a juste une putain de tache de naissance, il fait « Ah, malgré ta différence, je t'aime quand même, hein, tu sais, je suis pas déçu. » Mais en plus, c'est genre l'une des premières phrases qu'il lui dit. Il se rend compte IRL, une des premières phrases, c'est « Tu sais, je suis pas déçu. » Mais va te faire foutre, connard. Putain, ce qui est fou avec ce film, c'est que j'ai l'impression de tout le temps oublier que c'est un film de Spielberg. Non, mais c'est ça qui m'énerve, parce que j'adore Spielberg, c'est un de mes réalisateurs préférés, et
Ah non, ça va pas et Ça Et je a la comprends- substance, ça a le contenu d'une production Michael Bay. ouais, et je comprends pas l'engouement qu'il y a autour du film alors qu'on reconnaît rien du cinéma de Steven Spielberg à part le fait qu'il fasse référence à ses films des années 80. C'est pas son cinéma, c'est Bah non, juste des puisque références. même Spielberg fait pas référence à ses films des années 80 Mais oui, dans son puisqu'il le dit- cinéma. Oui, Allez voir, putain, de Patagon... Non, comment c'est, des Washington Papers. Et même, il a dit récemment en interview qu'il a absolument fait abstraction de toutes les références à ses propres films dans le film, enfin dans Ready Player One. Et que c'est les équipes qui les ont remises pour ça le Voilà, cas. c'est ça. Et lui, il voulait absolument éviter que le personnage, je crois qu'il est fan de je ne sais plus quel film. Oh, mais un de ses films. C'est pas des Goonies. Non, un film, termes un de vrai film de production. Spielberg. Ah, ok. Je crois qu'il est vraiment passionné de Spielberg dans le livre et il a enlevé tout ça. Sauf que, bah, on voit le tyrannosaure de Jurassic Park Et encore, est-ce que c'est vraiment lui? Je sais pas. c'est un tyrannosaure. Ouais, c'est un tyrannosaure, mais Voilà. parce On que peut il penser y a, que c'est y a celui de pas le Jurassic cri emblématique du T-Rex. tout ça. Voilà, mais je pense qu'ils ont quand même fait en sorte qu'on pense à ce tyrannosaure en question. Non, mais Enfin, c'est évident. Moi, cette séquence-là, j'ai fait 20 sur 20. Il y a un T-Rex et King Kong, mon gars. Oui, je pense que là, t'étais... Est-ce que c'est pas genre tout ce que j'aime dans la vie? Bah si. Ouais, Et dans pourtant, le pire film de bah, Spielberg. dans le pire film de Spielberg. Parce que oui, moi je le dis clair et net, à ce jour, c'est le pire film de Spielberg. Non, mais oui, c'est ça. Je pense que pour toi, la référence à Jurassic Park à King Kong dans le pire film de Spielberg, c'est comme si moi, on m'offrait un beau gâteau au chocolat et qu'on me chiait dessus. On me chiait dessus. Mais le souci, c'est qu'il y a des gens qui aiment. Oui, non, mais Dans les deux cas. tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux, mais je comprends pas. Moi non plus. Non. Non. J'arrive pas à comprendre. Vraiment, il y a des tweets dithyrambiques, des vidéos dithyrambiques. C'est les meilleurs films de l'année, c'est les meilleurs films, c'est la plus grosse claque visuelle depuis Avatar. Mais Derrière moi, je parlais, je sais plus si c'est dans ce podcast où je disais que Baby Driver, c'est un film qui semble simplissime et qui est genre d'une technicité et d'une précision incroyable. ouais, Je l'ai revu ce week-end en ayant lu plein d'articles, vu plein de vidéos sur le film et tout. T'es émerveillé sur la quantité d'easter eggs, de vrais easter eggs qu'il y a dans le film. mais c'est pas des easter eggs que des gens puissent comprendre facilement. C'est des films de course-poursuite des années 60 dont tout le monde se fout. Moi, je vois une référence à Retour vers le futur, bordel de merde. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens pour qui faire un film comme Mad Max, c'est plus facile à faire qu'un film comme Ready Player One. Parce qu'il y a plus de choses à l'image, tu vois. Il y a plus de personnages, il y a plus de tout ça. Et donc ils font, oh c'est, putain, j'en ai vu, hein, j'en ai fait. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que là, pendant que tout le monde se masturbe devant Ready Player One, c'est que il y a 10 ans, il y a eu Scott Pilgrim qui est passé complètement inaperçu. Scott Pilgrim d'Edgar Wright qui utilise bien ses références et qui est un meilleur film sur le jeu vidéo que Ready Player One l'est. Mec, ma conclusion sur ma feuille, c'était Scott Pilgrim reste le meilleur film sur les jeux vidéo. C'était ma conclusion sur la feuille. Mais bien sûr. C'est un des films qui a... Enfin, ce film a failli ruiner la carrière d'Edgar Wright. Mais vraiment, réellement, C'est un quoi. flop. Réellement. Et c'est un fucking film de fou furieux. Une vraie claque visuelle en plus. Mais ouais, sur un film qui a peut-être 10 fois le budget... 10% du budget de Ready Player One. Et une nouvelle fois, je comprends pas, quoi. Je comprends pas l'excitation qu'il y a autour de Ready Player One. Voilà. Et je crois que c'est sur cette conclusion bien tristoune qu'on va se laisser. En se disant qu'on vient de voir le pire film de Steven Spielberg. En espérant que le prochain sera meilleur. Pourtant, on avait été déjà un peu déçus du Bon Gros Géant. Parce qu'il manquait de substance. Mais il y avait une âme quand même. Il y avait une vraie atmosphère, il y avait... Et l'actrice principale était quand même sympa. Hein. Ouais. Moi, Washington Papers... Putain, je sais plus comment il s'appelle. C'est Washington Papers. Patagon. Putain. Patagon Babe. The Post. The Post. Ça avait été une surprise, parce que je pensais en avoir rien à foutre, et j'ai vraiment kiffé le film. Et là, un film que je pensais qu'il allait être divertissant, je me suis vraiment fait chier. Toutes les scènes de dialogue, c'est parmi les pires dialogues que j'ai vus dernièrement dans un blockbuster, quoi. Ouais. Putain, l'année dernière, on a quand même eu un blockbuster où les singes parlent la langue des signes.
Et c'était top. Ah putain, mais oui. Ah, c'est ça que j'ai détesté à un moment du film, c'est que quand le méchant se retrouve dans la skin de Mechagodzilla. Ah oui, c'était Godzilla, c'était pas Rex de Toy Story, j'ai oublié de... C'était Mechagodzilla, et je me retourne vers ma copine, je fais « Oh non, c'est Mechagodzilla !» 2 secondes après, qu'est-ce qu'ils disent à l'écran? Mais de toute façon, à chaque fois qu'il y avait une référence... Enfin non, peut-être pas. C'était quand même un peu... Non, au début, ça allait. Ouais, Au début, genre les la course de références voiture, allaient, ils les citent pas, les bagnoles. Enfin si, ils font. Non, Mais si, c'est la moto d'Akira. Il y a quand même cette phrase. Oh, regarde, elle a la moto d'Akira. Il y a quand même cette phrase. Mais c'est vrai que c'est quand même plus subtil que ce que je... Enfin, pas subtil, mais plus... Ça se veut plus discret que ce que je pensais. Au début, tu vois les personnages qui apparaissent, tout ça, c'est juste ça. Mais après, je sais pas, au fur et à mesure du film, j'ai l'impression qu'ils te pointent du doigt les persos. Genre, ah, c'est Chucky. Ah, c'est Mechagodzilla. Ah, c'est le géant de fer. Alors que moi, dans mon coin, j'ai fait, ah, c'est la bicyclette de Pee Wee Herman. Il y a la bicyclette de Pee-wee dans l'entrepôt de H. Voilà. Je sais que j'ai vu un truc dans son entrepôt. Genre dans le fond. Je sais plus quoi. Mais je me suis vraiment fait... Ah, il y a ça. Mais je sais plus ce que Oui, c'était. sûrement. Je pense que... Oui. Il y a forcément ça. Je crois que c'était le vaisseau de Spaceballs. Ah ouais. Je crois qu'il y a le... Comment il s'appelle leur vaisseau? Je sais plus, c'est un nom à la con. Donc la folle histoire de l'espace en français. Ouais, je crois qu'il y a la camionnette volante dans le fond. Ok. De l'entrepôt. Et je me suis dit, ah, voilà. En même temps, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le film? Si. Ne dis pas Adolf Hitler, s'il te plaît. Le taxi de Oui Oui. On ne sait pas, hein. C'est vrai qu'on ne sait pas. Bon allez, je pense qu'il est grand temps de vous laisser. Donc, ouais, parce que c'est long, là. Ouais, on avait dit que ça permet de faire plus court, mais au final, on est plus long sur les films. Mais au final, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Ça permet de parler plus en profondeur d'un film. C'est pas si mal. On ne sait pas encore quel sera le prochain numéro de cette émission. Ma grande crainte, c'est que ce soit sur Gaston. Je pense que ça s'annonce excessivement compliqué, qu'on va encore passer pour des enculés. Mais c'est pas grave. Je vous dis à la prochaine. Je vais éviter de dire à la semaine prochaine. À bientôt, ouais. À tantôt. D'ici là, soyez sages. Je vous rappelle qu'on va suivre le festival Sérimania qui se déroulera à Lille. Donc qu'il y aura des petits podcasts supplémentaires qui vont popper dans les prochaines semaines, très courts mais qui suivront le festival. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter une oreille. Si d'ailleurs ça restera dans le flux RSS. Donc ouais, si d'ailleurs même vous savez à quoi on ressemble et vous nous écoutez un peu et que vous êtes là-bas, bah n'hésitez pas à nous le dire. Ça pourrait être sympa de voir des gens. Voilà. Bon film. Allez voir Scott Pilgrim. Ouais. Allez voir Scott Pilgrim et allez regarder Retour vers le futur avec notre tapadami qui est en ligne. Prenez un Zemeckis Cube et allez voir Scott Pilgrim. Allez. À la prochaine. Bisous.